Et c'est une nouvelle élection qui va nous tenir en haleine à partir de la rentrée, la présidentielle américaine. Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Artus, membre du Cercle des économistes. On va parler notamment et surtout de Donald Trump. Pour vous, son programme économique, il est vraiment contraire aux intérêts américains. Mais ça, on l'a entendu déjà à l'époque en 2016. Tout le monde disait c'est contraire, etc. Finalement, ça n'a pas été si maléfique que ça pour l'économie américaine. Dans son premier mandat, Donald Trump avait un programme de stimulation de l'économie. Donc il avait maintenu une politique budgétaire expansionniste alors que l'économie arrivait au plein emploi, ce qui a eu effectivement quelques effets favorables. Ça a fait remonter les salaires. Pour la première fois depuis longtemps, les salaires ont augmenté autant que la productivité aux États-Unis. Et puis, ça a dégradé le commerce extérieur, mais la dégradation du commerce extérieur n'est pas très importante aux États-Unis, puisque les États-Unis ont une capacité d'attirer massivement des capitaux depuis le reste du monde. Et donc, l'essai de politique, ce qu'on appelle l'économie de la surchauffe, la politique de la surchauffe, c'est qu'a pratiqué Donald Trump dans son premier mandat, ça a bien fonctionné à cause de cette caractéristique américaine que les États-Unis peuvent avoir un déficit extérieur très important. Mais ce qui nous propose maintenant, alors prenons l'hypothèse qu'il fait ce qu'il a annoncé. Donc il a annoncé plein de mesures, mais essentiellement 3 mesures fortes. La première mesure, c'est une hausse des droits de douane, incluant, alors ce qui n'était pas le cas, les pays du NAFTA, le Canada et le Mexique, qui paieront des droits de douane de 10% sur leurs exportations vers les États-Unis. Donc une hausse générale des droits de douane par rapport aux tarifs existants de 10 points de hausse des droits de douane, et une hausse des droits de douane de 60 points sur les produits chinois et de 200 points sur les voitures électriques chinoises. Et alors, on sait que l'expérience du passé et puis les résultats des études économiques montrent que si un pays dont les économies contemporaines utilisent les droits de douane, il y a 2 effets défavorables. Premièrement, les entreprises ne peuvent pas changer leur chaîne de valeur. Si vous avez des usines en Chine et que vous importez des produits aux États-Unis, vous n'allez pas bouger vos usines. Et donc c'est inflationniste parce que vous payez plus cher les produits que vous importez aux États-Unis. Et deuxièmement, il y a des rétorsions. Et donc, vous croyez pénaliser les exportateurs étrangers, et en réalité, vous pénalisez vos propres exportateurs. Ouais. Donc, première inquiétude. Deuxième inquiétude, l'annulation de l'Inflation Reduction Act, de l'IRA, alors qui porte très mal son nom. Ça n'a pas beaucoup de rapport avec l'inflation. C'est une aide fiscale de l'État américain pour tous les projets d'investissement dans les nouvelles technologies, dans la transition énergétique. Ça vient en complément du CHIPS Act, qui est une aide fiscale du gouvernement, une aide fiscale fédérale aux investissements dans les semi-conducteurs. Et l'IRA seul a été calibré à peu près 380 milliards de dollars. Mais il n'y a pas de limite, c'est-à-dire c'est une estimation. Et alors les dernières estimations montrent que les dépenses liées à l'IRA, les soutiens d'investissement, pourraient monter à 1 000 milliards de dollars. Tellement c'est un succès, tellement cela attire ça attire énormément d'investissements étrangers aux États-Unis. Et donc l'annulation de l'IRA aurait... Pardon ? Il veut annuler l'IRA. Il a annulé l'IRA parce que... son analyse économique il déteste les énergies renouvelables. Enfin, je veux dire, c'est un garçon des énergies fossiles. Il est dans les lobbies, de tous les producteurs de gaz et de pétrole aux États-Unis. Et il veut réorienter la politique énergétique des États-Unis en faveur des énergies fossiles. Il a eu des propos assez délirants en disant que les éoliennes, ça tuait les oiseaux, etc. Bon, donc, bon. De toute façon, c'est difficile de chercher une rationalité dans les décisions de Trump, mais l'annulation de l'IRA, ça serait d'une part une promotion des énergies fossiles aux États-Unis, et ça serait d'autre part un arrêt des entrées de capitaux de non-résidents aux États-Unis qui viennent investir. Par exemple, on a vu beaucoup d'investissements des industriels allemands dans les éoliennes, dans la décarbonation de l'industrie. Voilà. Et donc, c'est une mauvaise idée. Et troisième idée de Trump, c'est l'arrêt de l'immigration.
Et même c'est pire, hein, il a dit que s'il était élu, ça serait la plus grande opération de déportation d'immigrés des États-Unis qui a été observée historiquement. Et les États-Unis, aujourd'hui, vivent de l'immigration. Alors, il y a eu 3 millions d'immigrés en 2023 aux États-Unis, et les flux d'immigration continuent d'être extrêmement élevés en 2024. L'immigration a eu 2 effets favorables sur l'économie américaine. Déjà, elle a permis de produire plus, parce que ces immigrés travaillent. Et deuxièmement, elle a fait baisser les hausses de salaire et baisser l'inflation, parce qu'elle a fortement détendu le marché du travail. Et donc, si la Réserve fédérale va pouvoir... pourrait, si cette politique n'était pas mise en œuvre, baisser progressivement ses taux d'intérêt, c'est bien en partie grâce à l'immigration. Et donc, si vous avez droits de douane très importants, ça veut dire essentiellement hausse de l'inflation. Hein. Annulation de l'IRA, c'est la qualité de l'économie américaine et la capacité de financer les États-Unis par des entrées de capitaux de non-résidents qui est réduite. Et l'arrêt de l'immigration, c'est retour de l'inflation, parce que la tension du marché du travail, et puis perte de production. Donc, conclusion, ces 3 politique économique que propose Donald Trump. Plus d'inflation, moins de croissance. Sont stagflationnistes, hein, c'est-à-dire ça aboutirait à davantage d'inflation et moins de croissance. Et probablement, la Réserve fédérale serait très empêchée de commencer la baisse des taux d'intérêt, puisqu'on a toujours des taux d'intérêt à 5,5% aux États-Unis, et parce que, pour une raison bizarre aujourd'hui, c'est que l'inflation américaine est soutenue uniquement par un facteur qui est la hausse des loyers imputés aux propriétaires de leur logement. C'est-à-dire ces loyers imputés n'ont aucune existence économique réelle, mais ils sont inclus dans l'indice des prix des États-Unis avec un poids de 25%. Si vous calculez l'inflation américaine hors loyer imputé, vous avez 2% d'inflation. Mais simplement, vous avez 3,5% si vous incluez le loyer imputé. Donc la Réserve fédérale aujourd'hui est bloquée par ce 3,5% d'inflation, avec ces normes de calcul de l'inflation. Mais tout le monde voit que d'abord les loyers ralentissent aux États-Unis, et puis que le coût unitaire du travail n'augmente que d'à peu près 2% par an, 4% de salaire, 2% de gain de productivité. Et donc la perspective, c'est bien une baisse des taux d'intérêt. Sauf si tout ça se produit et que vous avez de l'inflation importée, vous perdez de la production par l'annulation de l'IRA, et vous perdez de la production et vous avez de l'inflation par la... Donc la Fed ne pourrait pas baisser. Et donc la Fed ne pourrait pas baisser les taux, et ça serait une extrêmement mauvaise une nouvelle. Pas seulement économique, mais pour les marchés financiers. Les marchés financiers sont valorisés à un niveau aujourd'hui qui inclut implicitement une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Donc autant Trump 1 a laissé un très bon souvenir au marché boursier, autant Trump 2... c'est une vraie menace, non seulement pour l'économie américaine, mais pour les marchés financiers des États-Unis, avec des effets très négatifs sur le marché obligataire, sur le marché boursier, sur le marché du private equity, etc. Mais honnêtement, on ne comprend pas la logique de Donald Trump, parce que c'est très irréfléchi, enfin, en général. Et curieusement, par exemple, l'IRA a été voté au Congrès de façon très bipartisane. Ouais. Hein, il y a les républicains. Et bénéficie d'ailleurs à beaucoup de gouverneurs d'États républicains. Le Texas, alors, où le gouverneur est complètement pro-charbon, pétrole et gaz, le Texas est l'État américain qui bénéficie le plus des crédits d'impôt de l'IRA, quoi. Ce qui fait dire à certains que Donald Trump n'ira pas jusqu'à supprimer l'IRA. Il l'a dit et répété. Hein, et donc, son entourage, probablement, ne le freinera pas. Hein, puisqu'on aura un entourage assez particulier, beaucoup moins équilibré, hein, à la Maison-Blanche. Donc c'est vraiment un danger, non seulement pour les États-Unis, mais global, puisque si les États-Unis ne baissent pas leur taux d'intérêt, par exemple, ça nuit à tous les pays émergents. Bon, on n'en est pas encore là. Après, je ne sais pas si ce programme, on finit là-dessus, il plaît ou pas à mainstream, aux citoyens américains. C'est un programme qui fait... Alors, les citoyens américains ne se posent pas beaucoup de questions économiques, et la finance, curieusement, est assez pro-Trump, parce que elle pense que d'abord, ça sera une politique libérale, et deuxièmement, qu'elle échappera aux hausses d'impôts sur les plus riches qu'a prévu Biden.
Et donc, il y a une position très, très égoïste des financiers, de beaucoup de financiers, qui est, moi, je paierai moins d'impôts avec Trump, donc je vote Trump et je me pose pas d'autres questions. Un peu limité. Hein. Oui. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Patrick Artus, membre du Cercle des économistes. Merci Patrick. Merci David.